Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours donc la lecture de Luigi Pirandello avec son roman qui s'intitule Un, personne et 100 000. On s'était interrompu la dernière fois concernant donc le vol qui est l'un de ces chapitres et donc c'est sans plus attendre que je le poursuis. En attendant, n'hésitez pas à vous installer confortablement sur votre canapé, à vous détendre et puis à partager tout simplement avec moi ce très bon moment de lecture. Mais horreur! Voilà que la masse compacte de mon corps vêtu de noir surgissait et s'imposait à ma vue pour effacer ces mains de fantôme. J'entendais le halètement de ce corps rentré là pour voler. Et la vision de mes propres mains ouvrant les battants de cette armoire me fit courir un frisson dans le dos. Je serrais les dents. Je me secouais. Je pensais avec rage. Parmi tant de dossiers, où donc se cache celui qu'il me faut ? Pour ne pas demeurer inactif, je les retirai par brassées et les jetai sur la table. À un certain moment, les bras me firent mal et je ne sus si je devais pleurer ou rire. N'était-ce pas comique de me voler ainsi moi-même ? Je me remis à regarder autour de moi, car tout à coup, je ne me sentais plus aussi sûre de moi-même. Je m'apprêtais à accomplir un acte, mais était-ce bien moi ? Je fus assaillie de nouveau par l'idée que tous les étrangers inséparables de moi avaient pénétré ici à ma suite, et que j'allais perpétrer ce vol avec des mains qui ne seraient pas les miennes. Je les regardais. Elles étaient bien telles que je les connaissais, mais n'appartenaient-elles qu'à moi ? Je les dissimulais derrière mon dos, et comme si cela ne suffisait pas, je serrais les paupières. Dans ces ténèbres, je sentis ma volonté vacillante s'égarer et perdre toute consistance. Une telle épouvante m'envahit que mon corps aussi défaillait. J'entendais la main pour m'accrocher au guéridon. J'ouvris les yeux tout grands. Mais oui, dis-je, pas de raisonnement, pas de logique, comme cela. Et je me remis à fouiller dans les dossiers. Combien de temps ? Je l'ignore. Je sais qu'à un certain moment, ma colère tomba. Une lassitude encore plus désespérée m'accabla. Je me retrouvai assis sur la chaise devant le guéridon, à présent tout encombré de paperasse, et les genoux écrasés par une autre pile de dossiers. J'y appuyai la tête, et je souhaitais ardemment mourir, par détresse de ne plus pouvoir renoncer à aller jusqu'au bout de mon incroyable entreprise. Je me rappelle que, la tête ainsi posée sur les papiers, les yeux fermés, peut-être pour refouler des larmes, j'entendais, infiniment lointain, apporté par le vent qui s'était levé au dehors, le caquettement d'une poule qui venait de pondre. Ce cri plaintif me transportait dans une campagne où je n'étais plus retournée depuis l'enfance, à la différence près qu'ici, de temps en temps, le grincement du volet tout proche secoué par le vent me causait une sorte d'irritation. 2 coups inattendus frappèrent à la porte me firent bondir. Furieux, je criai « Laissez-moi tranquille !» et me remis à chercher avec acharnement. Quand je découvris enfin les papiers relatifs à la maison, je me sentis libérée. Je me levai, exultant, mais aussitôt me retournai pour surveiller la porte. Ce passage de la joie à la crainte fut si instantané que je me vis et j'en eus le frisson. Voleur! Je volais vraiment. Je m'adossai à la porte et, déboutonnant mon gilet ainsi que le plastron de ma chemise, j'y introduisis ce dossier qui était assez volumineux. Un hanneton mal assuré sur ses pattes déboucha à ce moment de dessous l'armoire et se dirigea vers la fenêtre. Je fonçai sur lui et l'écrasai du pied. Le visage plissé de dégoût. Je remis pêle-mêle les dossiers dans l'armoire et quittai la chambre. Par bonheur, Fierbo, Quantorzo et tous les employés étaient déjà partis. Il ne restait plus que le vieux gardien qui ne pouvait se douter de rien. J'éprouvais néanmoins le besoin de lui dire quelque chose. « Nettoyez par terre là-dedans. » J'ai écrasé un hanneton. Et je courus à l'étage du notaire Stampa, via del Crocifisso. Chapitre 7. L'éclat.
J'ai encore dans les oreilles le ruissellement de l'eau qui tombe d'une gouttière, près du réverbère qui n'est pas encore allumé, devant la masure de Marco d'Idio, dans la ruelle déjà obscure avant la tombée du jour. Je revois, arrêtés le long des murs pour se garantir de la pluie, les gens qui assistent à l'expulsion. D'autres, sous leur parapluie, s'arrêtent par curiosité en voyant cette foule. Et le tas de meubles misérables, déménagés de force exposés à l'eau, là, devant la porte, j'entends les cris perçants de Dame Diamant qui, de temps en temps, tout empourprée, paraît à la fenêtre et lance quelques bizarres imprécations accueillies par des coups de sifflet et le vacarme que mènent les gamins nu-pieds qui, sans souci de l'averse, dansent autour de cet amas de misère en faisant gicler de l'eau des flaques sur le dos des curieux qui profèrent des jurons. Commentaire : encore plus misérable que son père. Sous la pluie, messieurs, il n'a même pas voulu attendre à demain. S'acharner contre un pauvre fou. Usurier, usurier. Car je suis là, à présent à l'expulsion, protégé par un commissaire et 2 gardes. Usurier, usurier. Je souris, un peu pâle, peut-être. Mais pourtant une volupté singulière me trouble le cœur, me chatouille la luette et me serre la gorge. Seulement de temps en temps, je sens le besoin de fixer mon regard sur quelque chose. Affectant une nonchalance distraite, j'examine l'architrave de la porte pour m'isoler un peu de cette contemplation, certain que personne ne songera à laver les yeux en pareil moment pour le plaisir de s'assurer que voilà une mélancolie architrave à laquelle les rumeurs de la rue m'importent guère. Son crépi gris qui s'effrite et ajouré de trop par endroits, et elle n'éprouve pas, comme moi, le besoin de rougir, presque comme une enfance à la pudeur devant un vieux pot de chambre déménagé avec les autres objets du taudis et exposés au milieu de la rue sur une petite table de nuit. Mais peu s'en fallut que ce plaisir de me tenir à l'écart ne me coûtât cher. Quand eut pris fin le déménagement forcé, Marco d'Idio sortit avec sa femme Diamant, m'aperçut dans la rue étroite, entre le commissaire et les 2 agents, et ne pouvant se contenir, tandis que je regardais toujours mon architrave, il me jeta à la tête son vieux marteau de praticien. Il m'aurait assommé sans le commissaire, qui me tira vivement en arrière. Au milieu des cris et de la confusion qui suivirent, les 2 agents s'élancèrent pour arrêter le malheureux que ma présence avait exaspéré. Mais la foule a cru le protéger et s'apprêtait à se retourner contre moi lorsqu'un petit homme noir, chétif et mince, féroce, le propre clerc du notaire Stampa, se jucha sur un guéridon parmi les objets entassés au milieu de la ruelle et tout en sautant et en gesticulant avec fureur, il se mit à hurler. « Arrêtez, arrêtez, écoutez. Je viens de la part du notaire Stampa. Écoutez-moi. Marco d'Idio ? Où est Marco d'Idio ? Je viens de la part du notaire Stampa l'informer qu'on lui fait une donation. L'usurier Moscarda. » Je frémissais dans l'attente de ce miracle. Ma transfiguration, d'un instant à l'autre, aux yeux de l'assistance. Mais il me sembla soudain que tout mon être volait en éclats à l'explosion des coups de sifflet aigus qui se mêlèrent aux cris désordonnés et aux injures de la foule qui entendait mon nom sans comprendre que j'eusse fait cette donation après la cruauté de l'expulsion. « À mort ! À bas !» hurlait-on. « Usurier ! Usurier !» Instinctivement, j'avais levé le bras pour leur faire signe d'attendre. Mais il me parut que ce geste avait quelque chose de suppliant, et mon bras retomba aussitôt pendant que le clerc, sur son guéridon, se démenait pour imposer silence et vociférait. « Non, non, écoutez. La donation, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui l'a faite par devant le notaire Stampa. La donation d'une maison à Marco d'Idio. » La stupeur paralysait les gens. Je me sentais lointain, déçu, humilié. Néanmoins, ce silence m'attirait. C'était comme un morceau de bois qui prend feu, sans que rien ne le révèle. Soudain, une brindille par-ci, un sarment par-là, se redresse, pointe, le fagot entier crépite, et les flammes ondoient dans la fumée. Lui ? Une maison ? Mais comment ? Mais quelle maison ?
Silence ! Que dit-il ? Ces questions et d'autres fusèrent et se propagèrent en une rumeur toujours plus rapide et confuse à mesure que le clerc confirmait. Mais oui, une maison de 15 de la rue dei Santi. Et ce n'est pas tout. En outre, donation de 10 000 livres pour l'établissement d'un laboratoire et l'achat des instruments nécessaires. Je ne pus voir ce qui suivit. Je m'arrachai à ce spectacle, car à ce moment même, il me fallait courir ailleurs. Mais je ne fus pas long à apprendre de quelle jouissance je m'étais privée en m'éloignant. J'étais allée me cacher dans le corridor de la maison de la rue dei Santi, attendant que Marco Didio vînt en prendre possession. La lumière de l'escalier arrivait faiblement jusqu'à ce couloir, quand, escorté de toute la foule, il ouvrit la porte de la rue avec la clé remise par le notaire, et qu'il m'aperçut là, adossé au mur contre un spectre. Il se troubla un instant et recula. De ses yeux atroces, il me lança un regard que je n'oublierai jamais. Puis, avec un rugissement de fauve, qui tenait à la fois du rire et du sanglot, il sauta sur moi, pris de frénésie, et tout en me projetant contre le mur, il se mit à crier « Louange ou désir de meurtre ?» Je l'ignore. « Fou, fou, fou !» La foule massée devant la porte reprenait en chœur ce même cri « Fou, fou, fou !» Parce que j'avais voulu démontrer que je pouvais, pour les autres aussi, ne pas être celui qu'on croyait. Passons maintenant au livre 5. Avec pour chapitre 1, la queue entre les jambes. Ce qui, par bonheur, me valut sur le champ quelques considérations de la part de Quantorzo, c'est que mon père aussi, en son temps, s'était offert des luxes de bonté pareils aux miens, relevés d'une pointe de gaieté féroce, et pourtant, jamais lui, Quantorzo, n'avait pensé que mon père dût être enfermé, ou tout moins interdit, tandis que Fierbo, au contraire, soutenait que cette mesure s'imposait à mon égard si l'on voulait sauver le crédit de la banque, sérieusement compromis par mon acte insensé. Ah, mon Dieu. Mais il était pourtant de notoriété publique que pas un jour je n'avais cherché à m'immiscer dans les affaires de la banque. Comment et pourquoi serait-elle menacée de discrédit à présent ? Quel rapport entre la banque et mon acte ? Soit. Mais alors cet argument me faisait perdre aussitôt la considération de Quantorzo, qui cherchait à m'abriter derrière mon père. Car mon père, tout en se permettant parfois des fantaisies de ce genre, avait apporté un esprit si lucide dans la tractation des affaires que nul n'aurait songé à le faire interdire ou interner. Or, mon ignorance avérée et mon désintéressement démontraient clairement que j'étais fou allié et rien d'autre. Bon, seulement à détruire par le scandale qu'avait édifié l'habileté dissimulée de mon père. À cela, rien à dire. La logique était du côté de Fierbo, mais non moins du côté de Quantorzo, lorsqu'il lui fit observer en particulier que mon détachement des affaires et mon ignorance ne devraient pas être invoqués contre moi, légitime directeur de la banque, puisque ce désintéressement leur laissait en fait le champ libre. Par conséquent, il serait préférable de ne pas effleurer ce point et de se tenir quoi, aussi longtemps que je n'aurais pas manifesté de nouveaux symptômes de folie. J'aurais pu en donner bien d'autres, si encore le coup de mon récent essai, il ne m'avait pas convenu de rester comme un chien fouetté, la queue entre les jambes, pendant que lui et Quantorzo se disputaient à mon sujet, ou plutôt, tant que j'ignorais la décision qui prévaudrait à mon égard, serait-ce l'envie qu'avait l'un de venger l'affront publiquement reçu, ou l'indulgence intéressée de l'autre. Chapitre 2. Le rire de Dida. Je m'étais réfugiée, tout penaud, dans les jupes de Dida, me faisant une carapace de la stupidité sourde, paisible et oisive de son Jenger, afin de marquer que si l'on voulait vraiment attribuer mon acte à la folie, il faudrait le mettre au compte du seul Jenger. Autrement dit, le considérer comme une lubie passagère de ce béné inoffensif. En attendant, les mercuriales qu'elle adressait à son Jenger
tantôt me soulevait le cœur d'inexprimables humiliations, tantôt me donnait une envie de rire que je réprimais de mon mieux pour conserver à Jean-Gé l'attitude qu'il convenait, l'air non pas contrit, grand Dieu, mais plutôt têtu, tout en reconnaissant que, ma foi oui, il avait tout de même un peu exagéré. Mais en même temps, je tremblais que, soudain, ne contenant plus, le désespoir de mon angoisse secrète, inavouable, ne s'exprima pas par un regard ou par un cri affreux jailli de ses lèvres. Ah, angoisse inavouable, parce que, résidant purement en mon esprit, car j'étais dépourvue de toute forme où je pusse la couler et la reconnaître pour mienne, hormis celle que ma femme attribue à ce Jean-Gé incarné par moi, qui était devant elle et qui n'était pas moi, je ne parvenais plus à m'identifier à ce moment-là. Et je ne savais plus au compte de qui mettre cette angoisse suffocante, ni en qui, en dehors de Jean-Gé, je pouvais la loger. À présent, arrivée à ce tourment, je m'étais tellement détachée de moi-même que, comme un aveugle, j'abandonnais mon corps aux autres, afin que chacun pût choisir, parmi tous les étrangers inséparables que je portais en moi, celui que je représentais pour lui et pour le bâtonnier, l'embrasser ou même le faire interner à son gré. Là, Jean-Gé, assieds-toi là, là, comme ceci. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu ne veux pas me regarder? Ah, quelle tentation de prendre son visage entre mes paumes pour le pencher de force sur l'abîme de deux yeux bien différents de ceux par lesquels elle voulait être vue. Elle était là, devant moi. De la main, elle m'ébouriffait les cheveux, elle s'asseyait sur mes genoux. Je sentais le poids de son corps. Qui était-elle? Elle ne doutait pas que je ne susse qui elle était. Et moi, j'avais horreur de ses yeux qui me regardaient, rieurs et pleins de sécurité. Horreur de ses mains fraîches qui m'effleuraient, sûre que j'étais telle que me voyaient ses yeux. Horreur de son corps qui pesait sur mes genoux, confiant, plein d'abandon. Il ne soupçonnait pas, ce corps, que ce n'était pas à moi qu'il se donnait en réalité, et qu'en lui je n'étreignais pas une femme qui m'appartenait, et pas davantage une étrangère dont je n'aurais pu dire comment elle était faite, puisque, pour moi, elle était précisément telle que je la voyais, avec ses cheveux, et ses yeux, et ses lèvres que je baisais dans ma fièvre amoureuse. Elle me rendait mon baiser avec une ardeur très différente de la mienne, et infiniment lointaine, car, entre nous, tout différait, tout. Le sexe, la nature, l'apparence et l'essence des choses, les affections et les pensées, les souvenirs et les goûts, et jusqu'au contact de ma joue rude sur sa peau délicate, nous étions deux étrangers, serrés ainsi. Horreur! Étrangers non seulement l'un pour l'autre, mais chacun à soi-même, dans ce corps que l'autre enlaçait. Vous n'avez jamais ressenti ce sentiment affreux, car votre univers s'est toujours concentré dans la femme aimée. À aucun moment vous n'avez soupçonné que de son côté, elle étreignait en vous son univers à elle, différent, impénétrable. Mais il suffirait, pour prendre conscience de cette horreur, que vous pensiez un moment à une niaiserie quelconque, une couleur, une saveur, un jugement, que sais-je, que vous aimez et qu'elle n'aime pas. Vous songerez alors, et non plus superficiellement, à la diversité des goûts, des sensations, des opinions. Vous vous apercevrez que ses yeux ne voient pas en vous, ni à votre façon, les choses telles que vous les voyez, que le monde, la vie, la réalité telle qu'elle existe pour vous, n'existe pas pour elle, qui voit et touche une réalité différente enclose en ces mêmes choses en vous-même et en elle. Mais il lui serait impossible de vous la décrire, puisque pour elle, sa réalité seule compte. Et elle n'imagine pas qu'elle puisse vous sembler différente. Il m'en coûta beaucoup de dissimuler ma rancune, en voyant qu'au fond, malgré ses efforts pour composer son visage, Dida riait de la farce brutale que son Jean-Gé s'était permise. Il n'avait pas réfléchi, le benêt, que tout le monde ne croirait pas, comme elle, à une simple plaisanterie. Mais voyons, ce sont là des coups à faire. L'expulsion sous la pluie, et tu y assistes en provoquant l'indignation générale. Grand sot, pour un peu on t'aurait lapidé.
Elle disait cela en détournant la tête pour me cacher le rire que provoquait la vue de ma rancœur. Elle la prenait bien entendu pour du dépit, rien de plus. Ressenti par son Jean-G, tel qu'elle le voyait à ce moment-là, et tel qu'elle l'imaginait pendant l'expulsion au milieu de l'indignation générale. Le dépit comique de son grand saut, à cause de la farce ratée et mal interprétée. Mais que t'imaginais-tu donc? Tu te figurais qu'ils allaient se gausser des fureurs de ce fou pendant que tu faisais jeter à la rue ces pauvres nippes sous la pluie? Et pendant ce temps-ci, voyez-vous cela? Gardez pour lui la surprise de la donation. Oh, sais-tu que M. Firebois a bien raison? Payer aussi cher une plaisanterie d'un goût aussi contestable. Il y a là de quoi vous faire interner. Allons, allons. Prends Bibi et promène-la un peu. Elle me mit entre les mains la laisse rouge de la petite chienne, avec cette facilité qu'ont les femmes à se pencher. Elle ajusta la muselière au museau de Bibi, sans lui faire mal, et je restai là, à la regarder comme privée de sens. « Que fais-tu? Tu ne pars pas ?»« Je pars. » La porte refermée derrière moi, je m'appuyai au mur du palier avec l'envie de m'asseoir sur la première marche pour ne plus jamais me relever. Et c'est ainsi que s'achève donc cette dernière lecture de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ce livre vous a plu et que vous vous inciterez à lire la suite. Et moi, je vous dis tout simplement à très vite pour de nouvelles aventures littéraires dans Voyage Botanique. À très vite.